On va démarrer la présentation. Donc encore une fois, un grand merci de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Malheureusement, c'est du distanciel, mais finalement, le distanciel a ceci de bon qu'on peut participer même si on n'a pas l'occasion de venir. Donc, on va présenter à travers différents cas cliniques, une dizaine de cas cliniques, différents thèmes de la cornée chirurgicale qui me tient très à cœur et que je pratique au quotidien. Et encore une fois, vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous souhaitez venir au bloc opératoire, en consultation, poser des questions, envoyer des mails, etc. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions. Les thématiques qu'on va aborder vont concerner les ectasies cornéennes. On va présenter deux cas cliniques d'ectasie, un cas clinique d'ectasie modérée et un cas clinique d'ectasie plus avancé. On verra comment on peut traiter chirurgicalement ces ectasies cornéennes. On va ensuite parler à travers un cas clinique d'une demande de chirurgie réfractive sur des cornées à risque et on verra comment la prise en charge du kératocone et des ectasies cornéennes nous amène à revoir notre attitude quant aux demandes de chirurgie réfractive sur les cornées à risque. Ensuite, on parlera des anneaux intracornéens et plus particulièrement des situations dans lesquelles on peut être amené à retirer ces anneaux et on verra comment on gère ce type de situation. On présentera un cas clinique d'astigmatisme fort évolutif, traité chirurgicalement, je ne vous en dis pas plus. Un cas clinique d'une complication grave post-lasique. Enfin, on terminera en parlant de réhabilitation visuelle chirurgicale post-greffe avec trois cas cliniques qui illustreront les trois modes de correction chirurgicale de la réhabilitation visuelle chirurgicale après greffe de cornée, le laser topoguidé, les incisions arciformes et les implants FAC de type ICL. Donc, sans transition, nous passons aux ectasies cornéennes et voici un premier cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 28 ans qui a bénéficié d'un LASIK bilatéral en 2012 pour une myopie de -5 des deux côtés. Il est adressé 8 ans plus tard pour une baisse d'acuité visuelle bilatérale avec sur la topographie cornéenne, vous voyez l'œil droit et l'œil gauche. La topographie cornéenne met en évidence une ectasie évidente, plus importante du côté gauche, avec une baisse d'acuité visuelle relativement modérée, puisqu'il a 9/10 à droite avec moins de 50 et 8/10 à gauche avec une myopie et de l'astigmatisme. Donc, comment prendre en charge cette ectasie cornéenne? La prise en charge aura, comme pour le kératocone, deux objectifs. Premier objectif, de stabiliser cette déformation cornéenne au moyen d'un cross-linking. Et deuxième objectif, de faire remonter la vision et ici spécialement de corriger la métropie sphéro-cylindrique. Donc, vous savez qu'il existe deux méthodes cornéoplastiques pour régulariser la cornée, une méthode additive que sont les anneaux et une méthode ablative qui est le laser topoguidé. Donc ici, comme il s'agit d'une ectasie relativement modérée, on utilisera simplement le laser topoguidé. Donc on fera une seule chirurgie où on combinera laser topoguidé et cross-linking, donc le protocole d'Athènes, dont le but sera de stabiliser et de corriger la vision. Donc voici le résultat. Du côté droit, on voit que ça c'est la topographie avant et après, donc la topographie a été quasi normalisée. On voit ici la carte différentielle qui montre l'effet d'aplatissement personnalisé du laser topoguidé et qui correspond à l'image en miroir de la déformation ectatique qu'on cherchait à corriger. Et sur le plan visuel, ça correspond à une remontée de la meilleure acuité et surtout une correction de la métropie. Pareil du côté gauche, on voit que la carte différentielle montre l'aplatissement personnalisé correspondant à l'image en miroir de la déformation de l'ectasie. Et sur le plan visuel, on voit une remontée de la meilleure acuité et une correction quasi totale de la métropie sphéro-cylindrique. Voici maintenant un deuxième cas clinique. Il s'agit cette fois d'un homme de 40 ans qui a bénéficié d'un LASIK bilatéral pour une myopie de -6 en 2011 et qui, 7 ans plus tard, présente une ectasie du côté droit pour laquelle il nous est adressé. Donc voici l'œil droit. L'œil droit, vous voyez qu'il y a une ectasie sur la topographie cornéenne. Vous voyez que la meilleure acuité est beaucoup plus abaissée avec un fort astigmatisme inverse. On voit qu'on a également une pachymétrie qui est très limitée aux alentours de 400 microns. Du côté gauche, en revanche, il n'y a pas d'ectasie, il y a une topographie quasi normale et une vision quasi normale. Donc, comment prendre en charge cette ectasie unilatérale de l'œil droit? Donc là, cette fois, il s'agit d'une ectasie plus avancée. Donc, contrairement au cas clinique de tout à l'heure, on va utiliser et combiner les deux méthodes de chirurgie cornéoplastique en commençant par les anneaux intracornéens dans un premier temps. Donc, l'anneau, ici, un anneau de 160 degrés, 250 microns, permettra d'induire
un profil d'aplatissement ou un pattern spécifique de cet anneau qui viendra neutraliser au maximum la déformation qu'on cherche à corriger. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Voici la topographie cornéenne après l'anneau. Et sur le plan visuel, vous voyez que ça permet de faire remonter la meilleure acuité qui passe de 5 à 7. Et ça permet de corriger en partie la métropie sphéro-cylindrique. Ça réduit fortement l'astigmatisme. Ensuite, on va proposer une... Alors, j'ai mon chat qui... On va proposer une deuxième étape chirurgicale, cette fois avec du laser topo-guidé. Donc, quelques mois plus tard, on va appliquer le laser topo-guidé qui viendra cette fois totalement normaliser la topographie cornéenne et qui viendra faire remonter complètement la meilleure acuité et corriger la métropie sphéro-cylindrique. Donc, vous voyez que en combinant ces deux méthodes cornéoplastiques, ce patient ectatique qui est très mécontent et très déçu par sa chirurgie, on arrive à normaliser sa vision et à avoir quelque chose de stable, puisque 2 ans après, on voit que ça n'a pas bougé, sa vision est toujours très bonne, et la topographie cornéenne différentielle montre une stabilité topographique et kératométrique. Donc, la logique de cette prise en charge, c'est-à-dire quand on combine les anneaux et le laser topo-guidé, il y a une certaine logique dans cette combinaison thérapeutique, et on commence toujours par les anneaux pour la raison suivante. C'est que les anneaux, dans un premier temps, vont faire le gros de la régularisation, avec une précision moindre, et ensuite, on affinera le résultat obtenu avec les anneaux, avec le deuxième temps opératoire, qui est le laser topo-guidé, qui aura moins de pouvoir de régularisation, mais en revanche, qui aura beaucoup plus de précision. Donc, il y a une logique qui est double. Premièrement, une logique d'économie tissulaire, puisque tout ce qu'on aura régularisé avec les anneaux, on ne sera pas obligé de le faire avec le laser. Donc, ça fera une économie de photoablation concernant ces cornées ectatiques. Et deuxièmement, il y a une logique de précision, puisqu'on affinera le résultat avec le laser topo-guidé. Donc, on voit que sur ces cornées déformées kératoconiques et ectatiques, dont on a une expérience de quelques centaines, voire quelques milliers de cas, le fait de laseriser ces cornées déformées, de voir qu'on obtient de bons résultats visuels et surtout qu'on a des résultats qui sont stables dans le temps grâce au cross-linking qui est combiné, nous amène à revoir complètement notre prise en charge et notre attitude sur des patients qui sont demandeurs de chirurgie réfractive et qui ont des cornées à risque. Donc, le propos est illustré par ce cas clinique qui montre un patient de 30 ans qui vient au départ pas du tout pour un kératocone, qui vient juste pour une chirurgie réfractive. Il a 10 dixièmes des deux côtés, avec à droite moins 2,50, moins 1 et à gauche moins 3, moins 2. Donc, que faire sur ce patient qui est simplement demandeur de chirurgie réfractive? Donc, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on aurait récusé le patient. Évidemment, il y a une contre-indication formelle au LASIK, mais même une PKR sur une cornée pareille, on aurait tendance à pas la faire. Et si on analyse un petit peu plus finement l'attitude à avoir, ce patient présente un kératocone qui est modéré certes, mais qui est quand même un kératocone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir ce patient quelques mois après, on ne va pas le laisser partir, on va le revoir 6 mois après, et on va voir si sa cornée est stable ou pas. Donc, si le kératocone est évolutif, on ne va pas laisser le kératocone évoluer. Il faudra traiter le patient. Donc, on va faire un cross-linking pour stabiliser l'évolution topographique. Et en même temps qu'on fait le cross-linking, on fera systématiquement une photoablation au laser, topo-guidée, pour les deux raisons suivantes. Premièrement, la photoablation permettra de potentialiser l'effet biomécanique du cross-linking en favorisant la pénétration de la riboflavine dans la membrane de Bowman. Et deuxièmement, le laser topo-guidé va en même temps améliorer la vision, donc améliorer la meilleure acuité, ici il n'y a pas besoin, mais surtout corriger la métropie en totalité. Et si le patient est stable, eh bien, que faire si le patient est stable? Si le patient est stable, est-ce qu'on finalement lui dit au revoir, vous avez une cornée stable, non opérable, ou est-ce qu'éventuellement on peut répondre à sa demande de chirurgie réfractive? Eh bien, en fait, si la cornée est stable, premièrement, ça rajoute un argument qui nous rassure quant à la possibilité de faire une chirurgie réfractive. Si bien sûr on fait une chirurgie réfractive, ça sera certainement pas le LASIK qui est formellement contre-indiqué, mais ça sera une éventuelle PKR. Donc, est-ce qu'on fait une PKR ou pas? Eh bien, si on a un patient évolutif, on a dit qu'on faisait une PKR avec le cross-linking, en sachant qu'on va stabiliser le patient, en sachant qu'on va améliorer la vision, donc répondre à la demande du patient et stabiliser l'évolution. Si on peut répondre à la demande du patient alors que le kératocone est évolutif, il paraît illogique de dire non au patient alors que le kératocone est stable. Donc, on peut avoir tendance à proposer la PKR, mais dans un cas comme ça, il faudra systématiquement associer un cross-linking, et c'est-à-dire réaliser ce qu'on appelle une PKR extra, donc topo-guidée ou pas topo-guidée, et qui répondra à la demande du patient.
cas, c'est un sujet qui peut être à débattre, mais voilà, ça bouscule un petit peu les lignes et les indications de la chirurgie réfractive chez des patients à risque. Donc ici, on a opéré ce patient et voici le résultat. Vous voyez qu'on a des résultats qui sont quasi ceux d'une chirurgie réfractive. On a hémétropisé le patient. La topographie cornéenne s'est elle-même améliorée. Et du côté gauche, pareil, on a hémétropisé le patient. Et on voit que 2 ans après, on a une topographie et une vision qui sont stables avec une carte différentielle qui montre l'absence d'évolution. Donc, en résumé, les ectasies cornéennes, quand elles sont pas trop avancées, on va les traiter avec une seule étape chirurgicale, le laser topoguidé et le cross-linking. Et quand elles sont plus avancées, on va combiner anneau dans un premier temps, puis quelques mois plus tard, laser topoguidé avec cross-linking. Et en ce qui concerne des demandes de chirurgie réfractive sur des patients à risque, eh bien, on va regarder si le patient est stable. Si la cornée est évolutive, il faudra le traiter, cross-linking avec laser, comme on a vu. Et si la cornée, si la cornée est évolutive, je voulais dire. Et si la cornée est stable, eh bien, effectivement, là, on serait tenté d'adopter une certaine prudence. Mais comme on a vu qu'on pouvait traiter ces patients avec une stabilité dans le temps alors qu'il est évolutif, eh bien, a fortiori, s'il est stable, eh bien, franchement, on doit pouvoir faire la même chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle la PKR extra. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, on va parler des anneaux et surtout des situations qui nous amènent parfois, rarement heureusement, à retirer ces anneaux intracornéens. Donc, vous savez que les anneaux intracornéens sont utilisés pour la chirurgie du kératocone, ils donnent dans l'ensemble de très bons résultats, mais rarement, voire même exceptionnellement, on peut être amené à les retirer dans les situations suivantes. Quand ils menacent d'extrusion, et notamment quand l'extrémité proximale de l'anneau est proche de l'incision, là, à tous les coups, vous aurez une extrusion. Donc, dans ces cas-là, il faut soit repousser l'anneau de loin de l'incision, reprendre le patient au bloc et repousser l'anneau à l'aide d'un crochet. Et si jamais on n'arrive pas à le repousser, il faut dans ce cas extraire l'anneau parce que sinon, on aura à tous les coups un infiltrat et à terme une extrusion de l'anneau. On peut être amené à retirer les anneaux quand on a un décentrement, source de halo, ou même en l'absence de décentrement, quand on a une pupille très large. Si on a mis des anneaux de diamètre trop petits, on peut avoir des halos qui seront insupportables pour le patient. Et enfin, exceptionnellement, on peut avoir des infections sur anneaux. On a eu récemment une infection, c'est le premier cas. J'ai posé peut-être 2000 anneaux depuis que je fais cette chirurgie. J'ai eu un cas d'infection qui s'est terminé d'une manière dramatique puisque la patiente a fini par avoir une perforation et une greffe de cornée. Donc, vous voyez que les anneaux, c'est pas si anodin que ça. Donc, dans ces cas-là, on va retirer les anneaux et on va illustrer le propos à travers 2 cas cliniques. Ici, un patient qui a 39 ans, qui présente un kératocone en bonhomme de neige et donc qui a 6/10 de meilleure acuité avec -2, -4,25 et à qui on va proposer une chirurgie conservatrice en 2 étapes. On va donc commencer par poser les anneaux intracornéens. Voici le résultat. On obtient une amélioration topographique et une remontée de la meilleure acuité, une correction partielle de son amétropie. Et donc, si tout allait bien, on continuerait avec la 2e étape que serait le laser topoguidé pour finir de régulariser sa cornée. Mais malheureusement, le patient avec les anneaux se plaint de halo insupportable. Et donc, dans ces cas, il vaut mieux retirer les anneaux. Il ne faut pas passer à l'étape suivante, faire le laser topoguidé. Il faut d'emblée retirer les anneaux et repartir à la case départ. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a retiré les anneaux au bout de 5 mois après les avoir posés. Et vous voyez que ça, c'est la carte différentielle après les avoir posés. Ça, c'est la carte différentielle après les avoir retirés. Et quand on additionne ces 2 cartes différentielles, on obtient une carte différentielle totale qui montre qu'on n'a rien fait, en fait, sur le plan topographique. On est revenu à la case départ. Et pareil sur le plan visuel. Donc, ça montre vraiment la réversibilité de cette procédure, si tant est qu'on retire les anneaux suffisamment tôt. Voici un 2e cas clinique. Donc, je reviens juste sur le premier cas clinique. Quelle est l'attitude pour la suite? Eh bien, c'est soit de tout recommencer, donc reposer d'autres anneaux, mais cette fois de plus grand diamètre, ou alors de partir sur un laser topoguidé sans passer par les anneaux. Voici un autre cas clinique. Il s'agit cette fois d'une patiente de 34 ans qui a bénéficié ailleurs, dans un autre établissement, d'anneaux intracornéens pour son œil droit en 2015, qui ne les supporte visiblement pas bien, puisque 1 an plus tard, elle nous est adressée pour une douleur de son œil droit. Et voici le tableau. On voit que les anneaux, l'anneau chevauche l'incision, ce qui est très mauvais, puisqu'on sait qu'il y aura une extrusion à terme. D'ailleurs, il y a déjà un début d'infiltrat, ce qui engendre des douleurs. Et d'autre part, on voit que le résultat visuel est vraiment pas bon. Elle a 6 dioptries d'astigmatisme. Et quand on regarde la topographie, on voit que c'est un anneau qui n'est pas du tout adapté à la situation. Donc, chez cette patiente, on décide dans un premier temps de retirer l'anneau. Là, on n'a pas trop le choix.
Si c'était un anneau qui était bien adapté à son kératocone, on aura pu essayer de le repositionner, de pousser l'anneau dans le tunnel. Mais vu que c'est vraiment pas un bon anneau par rapport à son kératocone, on décide de tout simplement le retirer, d'attendre quelques mois que ça cicatrise et ensuite de tout reprendre à zéro. Donc, on retire l'anneau. Voici ce que ça donne. Alors là, c'est un anneau qui est retiré beaucoup plus tardivement, donc on n'a pas vraiment une restitution intégrum, hein. Donc, vous voyez que sa vision s'aggrave, il y a une perte de ligne, il y a une aggravation de son astigmatisme. On voit que la cornée se bombe, comme on peut le voir sur la carte différentielle. Et donc, quand on arrive à un état stable après avoir retiré les anneaux, enfin l'anneau, on décide de recommencer à zéro. Donc, on décide de reposer d'autres anneaux. Et dans une situation pareille, on décide de poser 2 anneaux de 120 degrés pour corriger son astigmatisme. Voici ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on améliore fortement sa topographie. Ça, c'est la carte différentielle. Ça, c'est la carte avec les anneaux. Et sur le plan visuel, sa meilleure acuité ne remonte pas. Mais en revanche, on corrige beaucoup son amétropie et notamment son astigmatisme. Et ensuite, dans un deuxième temps, quelques mois plus tard, on fait la deuxième étape de régularisation, le laser topo-guidé, cette fois qui va quasi normaliser sa topographie avec un résultat visuel excellent puisqu'elle retrouve 10 dixièmes avec une quasi-hémétropie. Donc la patiente est très contente quand on regarde de là où elle venait au départ. Et on continue à la suivre et vous voyez que dans le temps, de 3 ans après, on a toujours une topographie, une meilleure acuité et une réfraction stable avec une carte différentielle qui montre l'absence de changement topographique. Donc c'est vraiment un excellent cas clinique. Donc la morale de cette histoire, c'est que parfois, rarement, on est obligé de retirer les anneaux. On a vu dans quelle situation. Quand on doit retirer les anneaux, il vaut mieux le faire précocement. En tout cas, ne pas procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire le laser topo guidé, si le patient ne les supporte pas, puisque sinon, on sera de toute manière obligé de retirer les anneaux. Et si on les retire après avoir fait le laser topo guidé, ça sera beaucoup plus difficile à reprendre comme situation que si on recommence à depuis la case départ. Voilà. On passe à un cas clinique suivant. Cette fois, il s'agit d'une patiente de 5 ans. Donc, n'oubliez pas de noter vos questions et on prendra un petit peu de temps pour y répondre. Patiente suivante, ça n'a rien à voir. Patiente de 57 ans sans antécédent. Elle est adressée pour un fort astigmatisme d'évolution rapide et récente et elle n'est pas kératoconique. Voici le tableau. Elle a une meilleure acuité à 6 à droite, 7 à gauche, avec un fort astigmatisme de l'ordre de 8 dioptries obliques. Et vous voyez sur la topographie cornéenne ce fort aplatissement en regard du méridien nasal supérieur et en miroir des deux côtés. La carte pachymétrique montre une pachymétrie normale au centre et à la lampe à fente, on voit qu'il existe un dépôt au-dessus du stroma qui correspond à une générescence de Salzmann un peu particulière, bilatérale, qui est bien visible sur l'OCT cornéen et on voit que ce matériel est situé au-dessus de la lame basale, au-dessus du stroma cornéen, avec a priori, surtout ici, on voit un plan de clivage qui est facilement identifiable. Donc on décide de retirer cette substance chirurgicalement. Donc voici une vidéo. Alors j'espère que la vidéo va passer. Encore une fois, tout ce que je vous présente là sera, il y aura une vidéo qui sera faite et qui sera publiée sur YouTube. Donc vous aurez le lien, vous pourrez réaccéder à tout ce qu'on présente actuellement. Donc vous voyez que à l'aide d'un scarificateur de démarre, on arrive à repérer facilement le plan de clivage, très facilement. Il y a vraiment un vrai plan de clivage. Bien que ça soit très adhérent, on arrive quand même à séparer cette lésion du stroma sous-jacent. Et donc, on va la retirer en totalité sans grande difficulté. On fait ça, donc ça, c'est la zone nasale supérieure, puisqu'on est au microscope. Donc ça, c'est la zone nasale supérieure. Et on va faire pareil au niveau de la zone temporale inférieure, où il y a également, vous voyez ici, une petite zone à retirer également. Et ça, on le fait avec le couteau de Crescent. Voilà, on fait ça des deux côtés. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que la topographie cornéenne préopératoire se normalise, puisque ça, c'est en post-opératoire. Et sur le plan visuel, c'est vraiment spectaculaire. On a une remontée de sa meilleure acuité des deux côtés à 10 dixièmes, avec une quasi-hémétropisation des deux côtés. En tout cas, une disparition quasi totale de ce fort astigmatisme oblique qui était quasi historique. Et à la lampe à fente, on voit plus rien en fait. On voit plus de lésions. Voilà, donc la patiente est très contente. Voilà, c'est pas fréquent. C'est une petite histoire de chasse. Voilà, c'était anecdotique, on va dire. Ensuite, on va parler d'un autre cas clinique. Alors,
Il s'agit d'un patient de 36 ans. Donc là, c'est vraiment un pot pourri un peu de différents cas cliniques pour différentes thématiques. Il s'agit d'un patient âgé de 36 ans qui avait bénéficié d'une greffe de cornée sur son œil droit pour une cicatrice, pas du tout pour kératocone, pour une cicatrice. Et donc, sa greffe de cornée, c'était une kératoplastie transfixante qu'il avait eue il y a 1 an et demi. Et voilà sa vision, il a 6/10 avec une très forte myopie. Bref, c'est pas un œil qui voit très bien. Son autre œil, en revanche, l'œil gauche, qui a jamais eu de traumatisme, est normal. Il voit 10/10, sauf qu'il est myope. Et le patient ne demande rien de spécial sur son œil droit. Le patient vient nous voir pour une demande de chirurgie réfractive sur son œil gauche, qui est donc myope de -4, avec une topographie cornéenne normale. Voilà, donc on décide de faire un LASIK. Le LASIK se passe bien, mais on revoit le patient à J1, il voyait très bien, il voyait 10/10, mais le patient se présente de lui-même à J2 avec une baisse d'acuité visuelle, un œil un petit peu rouge, et on voit que sur sa cornée opérée, on a un SOS syndrome, c'est-à-dire SOS, c'est Sands of the Sahara en anglais. C'est une kératite de l'interface qui correspond à une inflammation. Et vous voyez qu'il y a des dépôts de médiateurs de l'inflammation au niveau de l'interface, et ça ressemble au sable du désert, d'où la dénomination de sable du désert. Donc, le patient, c'est une complication qui n'est pas exceptionnelle, qu'on a de temps en temps, moins maintenant. Il a une meilleure acuité qui est un petit peu abaissée, il a 8/10 sans correction. On rajoute, on intensifie la corticothérapie locale, et en espérant que ça va aller mieux. Mais enfin, en général, ces patients vont très bien. Et le patient se présente à nouveau de lui-même à J6, et cette fois, on voit que les choses se sont beaucoup aggravées, puisque à la lampe à fente, on voit cet infiltrat au niveau de l'interface, avec des plis de la membrane de Descemet, des plis du volet cornéen, pardon. Et le patient a fortement baissé en vision, il s'hypermétropise, puisque la cornée s'aplatit. Donc, on décide de faire un rinçage au niveau de on resoulève le volet à ce moment-là, J6, et on fait un rinçage. Et voilà, on renvoie le patient chez lui. Le patient est très inquiet parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il avait sa greffe, il voyait vraiment pas bien. Donc, le patient est très inquiet. Nous, on est très inquiets aussi. On essaie de pas trop le montrer. Donc, tout le monde est très inquiet finalement. On revoit le patient à J8 et ça va encore plus mal. Alors là, le patient est vraiment commence à être très en colère. Et puis nous, on est de plus en plus inquiets. Le patient est à +8 cette fois. Vous voyez que la topographie cornéenne montre un aplatissement phénoménal, très localisé. Son acuité diminue. Le patient est très actif sur le plan professionnel, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus travailler avec son œil droit. Avec son œil gauche, avec lequel il voyait bien, maintenant il voit plus non plus. Donc, on essaie de rassurer le patient, on le revoit régulièrement. Donc, on le revoit une semaine après. On voit que les choses s'améliorent. Il passe à 5/10 avec +4. À 3 semaines, donc on le revoit toutes les semaines. À 3 semaines, ça continue à s'améliorer tout doucement. L'hypermétropie a tendance à diminuer et on voit qu'à la lampe à fente, cet œdème a tendance à diminuer. Voilà, et puis après, le patient se tranquillise, nous aussi, et à 6 semaines, ça va déjà beaucoup mieux. Le patient a retrouvé 6/10, il tend vers l'hémétropie. À 3 mois, on voit quasiment plus rien. Il a 8/10, il est presque normalisé. Et à 7 mois, là, il a retrouvé ses 10/10, le patient a retrouvé le sourire également. Nous aussi, enfin, tout le monde est content. Et voilà, donc ça, c'était juste un cas pour vous montrer que la kératite de l'interface n'est pas toujours si anodine que ça. Mais quand vous avez un cas sévère comme ça, il faut rincer au niveau de l'interface pour nettoyer tous les médiateurs de l'inflammation et s'armer de patience, surtout rassurer le patient, puisqu'en général, ça se termine très bien. Voilà, maintenant on va aborder les greffes de cornée, surtout la réhabilitation visuelle chirurgicale post-greffe. Alors vous savez qu'après greffe de cornée, on a des visions qui sont souvent bien meilleures que ce qu'on avait au départ, mais souvent pas parfaites. Vous voyez, donc comme pour le patient précédent, ici c'est typiquement ce qu'on obtient. Alors là on parle des greffes non pas endothéliales, mais des greffes de type transfixiante ou lamellaire antérieure profonde, qu'on fait beaucoup pour kératocone. Donc voilà, on a souvent des visions, des meilleures acuités qui sont dans les 6, 7, 8/10, rarement 10/10, et des réfractions qui sont complètement imprévisibles. On a souvent des myopies, parfois fortes, parfois de forts astigmatismes, et donc il faut traiter ces patients pour leur donner une bonne vision. Donc il faut savoir qu'on envisage cette réhabilitation visuelle chirurgicale après l'ablation des fils, donc en général 1 an, 1 à 2 ans après la greffe. Bien évidemment, les lentilles dont on ne va pas parler jouent un rôle fondamental parce que la majorité de ces patients quand ils sont bien équipés en lentilles, sont très contents. Mais voilà, il y a des cas où on utilise la chirurgie pour réhabiliter. Et donc, on a 3 méthodes pour réhabiliter la vision. Donc, le laser topoguidé,
les incisions arciformes que maintenant on fait au laser femtoseconde et les implants FAC de type ICL. Donc, on va décrire ces 3 méthodes avec 3 cas cliniques. Alors, premier cas clinique, il s'agit d'un patient, donc c'est que des patients qui ont été greffés. Donc, le premier cas clinique, c'est un patient qui voit 5/10 avec cette réfraction. Donc, c'est une amétropie sphéro-cylindrique qui est relativement faible, et donc on va traiter par laser topoguidé. Donc, voilà le profil d'ablation qui est appliqué sur ce patient. Voici la carte différentielle qui montre le pattern d'aplatissement qui vient neutraliser la carte topographique préopératoire, et on arrive à quasi normaliser la topographie cornéenne post-opératoire, et sur le plan visuel, la meilleure acuité passe de 5 à 8/10 et la réfraction s'améliore considérablement. Voilà, donc ça c'est un exemple de prise en charge. Donc, quand on fait du laser excimer sur des cornées, on évite de faire du LASIK parce que la découpe au laser femtoseconde est toujours un petit peu compliquée. Vaut mieux faire du laser excimer de surface. Pas forcément besoin de mettre du cross-linking parce que c'est pas des kératocones. En revanche, on mettra de la mitomycine et on fait du laser topoguidé pour corriger l'amétropie sphéro-cylindrique, mais surtout pour corriger les aberrations d'ordre supérieur. Autre exemple maintenant. Cette fois, c'est un patient post-greffe, 18 mois après la greffe, qui a 6/10 de meilleure acuité, mais cette fois avec un très fort astigmatisme inverse, 9 dioptries d'astigmatisme. Et donc là, on va faire surtout que l'astigmatisme est assez régulier, on va faire des incisions arciformes au laser femtoseconde. Donc, on n'a pas le temps de voir ici toute la programmation, mais encore une fois, je vous invite à venir au bloc opératoire, n'hésitez pas. Et voici la vidéo de cette chirurgie. Donc, on fait un repérage. Alors, attendez, je vais revenir un peu en arrière. On fait un marquage de l'axe horizontal en position assise, puisque quand le patient va s'allonger sous le laser, il se peut que l'œil tourne. Or là, les incisions, c'est très important d'être vraiment dans le bon axe. Donc, on fait un marquage au niveau du limbe de l'axe horizontal. Ensuite, on aura repéré le centre de la cornée sous le laser excimer, on aura fait une marque au centre de la cornée et on aura déporté les marques de l'axe horizontal, ici, vers le centre, parce que les marques limbiques, on ne les voit pas sous le cône d'aplanation. Donc, on fait d'autres marques paracentrales qui sont alignées de la même, qui représentent l'axe horizontal. Donc, ici, on voit le centre, l'axe visuel, on voit les 2 marques paracentrales qui représentent l'axe horizontal. Voilà. Et ensuite, on va aligner en déplaçant le cône d'aplanation pour que ces marques horizontales, l'axe horizontal, viennent bien horizontalement. Voilà. Donc, vous voyez, on tourne le cône d'aplanation pour que ces 2 marques soient sur l'axe horizontal. Ensuite, on actionne le laser. Donc, le laser va découper les incisions arciformes. Il y a des nomogrammes, le nomogramme de Hanna notamment, qui permet de paramétrer les incisions, c'est-à-dire la profondeur des incisions, la longueur angulaire de chaque incision et le diamètre de la zone optique sur laquelle on va les positionner. Une fois que les incisions sont faites, on va utiliser un crochet de Sinskey pour vérifier qu'elles sont bien faites, vérifier la profondeur des incisions. Voilà, ça c'est une chirurgie assez simple en fait. Et voilà le résultat. Vous voyez que donc la topographie s'est fortement améliorée. L'astigmatisme est passé de 9 dioptries, il a été corrigé en totalité quasiment. Et du coup, ça fait remonter la meilleure acuité, puisque des forts astigmatismes comme ça sont incompatibles avec des visions de bonne qualité. Donc, on a un patient qui est très content. On n'a pas toujours des résultats aussi excellents, mais voilà, on améliore souvent fortement les patients. Il faut se méfier parce que parfois, on peut surcorriger les patients. On peut passer ici de 9 dioptries inverse, on peut passer à 9 dioptries direct facile. Hein. Donc, il faut vraiment bien doser ces incisions. Ça, c'est ça la partie la plus difficile. Et vous voyez ici la carte différentielle qui montre l'effet des incisions. Dernier cas clinique, cette fois. Toujours une patiente post-greffe qui voit 4/10 de meilleure acuité avec de la myopie. En équivalence sphérique, elle a une myopie assez forte et un astigmatisme inverse. Donc, dans un premier temps, on a fait des incisions arciformes. On ne va pas remontrer la vidéo. On a corrigé une bonne partie de son amétropie, mais elle a toujours une forte myopie. Et donc, cette patiente, soit elle est intolérante, soit elle ne veut pas porter de lentilles. Donc, la solution, quand on a une forte myopie comme ça avec peu d'astigmatisme, c'est de poser des implants FAC de type ICL. Donc, vous connaissez tous ces implants. Voilà, c'est une petite vidéo qui montre la chirurgie. C'est une chirurgie rapide, facile. Donc, on met l'implant dans un injecteur, on fait une contre-incision.
On fait l'incision principale qui fait 2,8 mm. Vous voyez ici les cicatrices de la greffe, de l'incision arciforme préalable, et on va injecter l'implant ICL torique dans la chambre antérieure, et on va aller positionner à l'aide d'un manipulateur les 4 angles derrière l'iris. On aspire le produit viscoélastique qu'on aura mis dans la chambre. Voilà, on positionne les 4 angles derrière l'iris. On aspire ensuite le produit viscoélastique, pardon. On positionne bien l'axe de l'implant comme il faut, et ensuite on remet des gouttes de pilocarpine à l'intérieur de l'œil pour resserrer la pupille. Et voilà le résultat. Cette patiente, non seulement elle corrige la métropie sphéro-cylindrique, mais en plus de ça, la meilleure acuité remonte. Donc vous voyez d'où elle est partie au départ et où elle arrive à la fin. Donc voilà ce qu'on est capable de faire en matière de réhabilitation visuelle chirurgicale après greffe de cornée, mais toujours il faut que la greffe soit stable. Donc c'est après avoir retiré les fils et plusieurs mois après avoir retiré les fils. Donc on va finir avec la conclusion. On vient de voir que on peut corriger les ectasies cornéennes soit avec le laser seul, bien sûr toujours avec le cross-linking en cas d'ectasie modérée, ou bien en rajoutant les anneaux préalablement quand on a des ectasies plus importantes. On a vu que toute cette prise en charge du kératocone nous amène à revoir notre attitude et nos indications en matière de chirurgie réfractive sur kératocone, fruste ou cornée à risque. On a vu différentes situations dans lesquelles il faut retirer les anneaux, qu'on peut avoir une totale réversibilité si tant est qu'on les retire suffisamment tôt, et on a vu l'attitude à avoir pour reprendre les patients après avoir retiré les anneaux. On a vu ce cas anecdotique de dystrophie de Salzmann un peu historique, une complication de LASIK, post-LASIK grave, mais qui a bien évolué, donc un syndrome de l'interface. Et enfin, les 3 méthodes de réhabilitation visuelle chirurgicale après greffe de cornée. Voilà, donc on a terminé. J'entends d'ici vos applaudissements. Et sachez encore une fois que la vidéo de cette webinaire sera sur YouTube. Vous aurez le lien, si vous le souhaitez. On vous enverra systématiquement le lien pour que vous puissiez le voir. Et sachez également que en décembre, dans le numéro de décembre de Réflexion ophtalmologique, dont je suis rédacteur en chef, passera un article qui résumera, qui reprendra un petit peu l'ensemble de ces cas cliniques. Voilà. Et donc maintenant, place aux réponses, enfin questions-réponses plutôt. Et donc je vais enlever le partage de l'écran pour pouvoir me remettre avec vous. Donc j'enlève le partage de l'écran. Voilà. Voilà, et donc je retrouve Elodie. Je sais pas si tu m'entends, Elodie? Oui. Bon, super. Donc voilà, je vois qu'il y a quand même presque 200 personnes qui sont connectées. Et voilà, donc là, il est quelle heure là? On avait dit qu'on finissait bientôt. Donc on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont été… Oui, j'ai noté quelques questions. Donc, il y a sur le laser et sur les ectasies. Quel diamètre de zone optique pour le laser? Alors, donc le diamètre de la zone optique pour le laser topoguidé. Alors, en fait, c'est comme pour le kératocone. Finalement, la chirurgie des ectasies, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la chirurgie des ectasies cornéennes. Donc, la question, c'est concernant le laser topoguidé. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une zone optique la plus large possible, parce que sur le plan optique, c'est là que le patient verra le mieux. Mais en même temps, on a quand même la contrainte de ne pas enlever trop de tissu cornéen. Donc, arbitrairement, on se fixe classiquement de ne pas enlever plus de 50 microns. Donc, en fait, on réglera la taille de la zone optique pour pour avoir une zone optique maximale sans dépasser 50 microns. Donc, après, ça dépend de la métropie qu'on cherche à corriger. Voilà, il y a quelqu'un du coup qui vient de demander quelle est l'épaisseur minimale de cornée pour faire un TopoLink. Alors, c'est pareil, c'est comme en kératocone. Donc, en principe, ce type de chirurgie, on le fait quand on a au moins 400 microns d'épaisseur. Faut savoir que quand on pose des anneaux, alors l'anneau va pas vraiment augmenter la mesure de la pachymétrie, mais l'anneau artefactuellement, ça on l'a montré dans différents congrès, peut augmenter la mesure de la pachymétrie. Il faut avoir au moins 400 microns. De toute manière, si on a moins de 400 microns d'épaisseur, en général, c'est que c'est vraiment très grave. Et après, il y a quelques ectasies qu'on n'a pas montrées là, mais qui peuvent nécessiter éventuellement une greffe de cornée. Est-ce qu'on attend une baisse d'acuité ou alors on peut opérer un patient qui a 10 sur 10? Alors, la question, j'ai pas bien compris la question. Donc, ça veut dire sur une cornée qui a un kératocone, c'est ça?
Oui, qui a 10 sur 10. Est-ce que du coup, on attend une baisse d'acuité ou on l'opère? Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a différentes situations. Si c'est une demande pure et simple de chirurgie réfractive, qu'on a une cornée à risque, la prudence évidemment s'impose. Je veux dire, on va pas non plus faire de la chirurgie réfractive chez des patients qui ont vraiment des cornées trop à risque. Mais on a vu quand même tout à l'heure que à partir du moment où on lasérise des patients qui sont évolutifs, eh bien, on peut se permettre de le faire si tant est qu'on rajoute le cross-linking en même temps. En fait, j'ai pas montré ici, mais il y a une situation qui se présente fréquemment. C'est des patients qui ont un kératocone avancé sur un œil et de l'autre côté, ils ont juste un kératocone fruste, mais avec de la myopie. Par exemple, ils ont -3 sur l'œil droit avec un kératocone fruste. Ils se plaignent pas trop de leur œil droit, c'est leur bon œil. Ils se plaignent de leur œil gauche qui voit 5/10 avec un kératocone avancé. Et donc, on va traiter avec des anneaux, puis avec du laser topo-guidé cross-linking. Et finalement, souvent, on obtient d'excellents résultats. On arrive à le remonter à 9, 10 dixièmes et de l'émétropiser, si bien que c'est son œil droit qui, au départ, était le bon œil, qui voit 10 dixièmes aussi, mais avec une myopie de -3. Et donc, le patient arrive et demande, bon, mais maintenant que je suis très content pour mon œil gauche, mais qu'est-ce qu'on fait pour mon œil droit? Et donc là, en général, on propose le protocole d'Athènes, c'est-à-dire le laser topo-guidé, ou non topo-guidé d'ailleurs, mais toujours avec le cross-linking. Jamais faire sur ce type de cornée une photoablation sans faire de cross-linking associé. Donc, non, pour répondre à la question, on ne va pas attendre que la vision baisse. On peut, bien sûr, il faut en discuter avec le patient. On peut faire le laser, mais toujours avec le cross-linking, en sachant que la quasi-totalité de ces patients, par la suite, n'évoluera pas. Là, ensuite, sur les chirurgies réfractives sur les kératocones frustes, du coup, est-ce qu'on fait un laser topo-guidé ou juste une PKR classique? Alors, si c'est vraiment un kératocone fruste, le laser topo-guidé, il est vraiment destiné à corriger les aberrations d'ordre supérieur. Donc, si on voit qu'on a un kératocone fruste et que le patient voit 10 dixièmes et que la cornée n'est pas trop déformée, on fait une PKR. Il y a ton chat derrière, Elodie. En revanche, si on a une cornée qui est un petit peu déformée, c'est sûr même si le patient voit 10 dixièmes, on aura tendance à améliorer la qualité de vision si on fait un laser topo-guidé. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, vous parlez de la correction des aberrations d'ordre supérieur avec le laser topo-guidé, mais est-ce que c'est pas plutôt avec le laser abéro-guidé? Oui, alors ça c'est certainement quelqu'un qui utilise le laser Schwind. Alors je sais que nous, à la clinique de la vision à Paris, on a le laser Wavelight, le X500, et je sais que beaucoup de centres, et notamment au Maghreb, alors j'imagine que c'est peut-être quelqu'un du Maghreb, là-bas ils sont très équipés avec le laser Schwind, qui est un excellent laser, et c'est vrai avec ce laser, les patients qui font ce type de chirurgie utilisent le mode abéro-guidé. Mais en réalité, ça revient exactement au même, parce que le mode topo-guidé ou abéro-guidé, c'est la même chose, c'est un équivalent. En fait, on peut difficilement mesurer l'abérométrie tant il y a d'aberrations sur le kératocone. Ce qu'on mesure, c'est beaucoup plus la topographie cornéenne qui est convertie en carte abérométrique, mais en réalité, ça revient exactement au même. Voilà, quel est le délai minimum entre les anneaux et le laser? Alors, en général, on laisse passer 3 mois, 3 mois minimum. Après, ça peut être plus, mais on laisse passer 3 mois minimum. 3 mois minimum, c'est le délai nécessaire à ce que la cornée se stabilise après avoir posé les anneaux. On peut laisser passer plus. Après, ça dépend. Si le patient n'est pas évolutif, il n'y a pas de limite. Il y a des patients qui on a posé des anneaux et on a fait le laser 1 an ou 2 ans après. En revanche, des patients qui sont évolutifs, il ne faut pas oublier que les anneaux ne vont pas stabiliser la cornée, ça sera uniquement le cross-linking. Donc, chez des patients qui sont évolutifs ou des patients qui sont très jeunes, il faudra faire le laser sans trop attendre. Moi, dans mon expérience, que ça soit en matière d'ectasie ou de kératocone, j'ai des patients qui ont fait les anneaux, bon, très bien, ils étaient contents, mais ils voulaient attendre, soit pour des histoires financières, soit pour des histoires de disponibilité. Bref, ils voulaient pas faire le laser, ils ont attendu, et ils reviennent 2 ans après. Entre-temps, le kératocone a évolué, et donc, je leur ai dit, bah oui, mais vous voyez, vous auriez dû faire le laser plus tôt. Donc, quand c'est évolutif, il faut pas trop attendre. Mais c'est 3 mois minimum. Voilà, il y a quelqu'un qui demande pour le cas numéro 7, donc c'était la complication post-LASIK. Oui. On n'a pas fait une PKR à la place du LASIK? Parce qu'il y avait pas, parce que la cornée, la seule particularité de ce patient, c'est qu'il était pas monophtalme, il voyait très bien de son œil droit, mais sauf qu'il avait une greffe, donc il avait forcément un œil droit très fragilisé. Du côté gauche, il avait vraiment une cornée qui n'était pas spécialement à risque d'ectasie. Donc, on aurait pu bien sûr faire le laser de surface, mais le LASIK n'était pas du tout contre-indiqué. Donc, on a donné au patient le choix
entre les deux techniques. Et le patient, pour des raisons, je vous ai dit que c'était un patient qui était très actif professionnellement, et le patient a préféré faire le LASIK, car voilà, parce qu'il était plus rapidement sur pied, et le lendemain, il était au boulot. Enfin, il aurait été au boulot s'il n'avait pas eu cette complication. Sauf que moi, je peux vous dire qu'avec ce patient, on a vraiment eu des sueurs froides parce que c'était un patient pas content du tout. On sentait que voilà, il était très énervé. Un patient qui avait un très haut poste dans une boîte, une société, je sais plus exactement ce qu'il faisait. Enfin, c'était un patient qui était très handicapé, qui gérait à peu près 150 personnes. Et franchement, il était vraiment mécontent. Après, il a retrouvé le sourire à la fin. Voilà, il y a quelqu'un qui demande pour la greffe de cornée et le laser, est-ce qu'il y a un risque de rejet après laser de surface? Pas plus que ça. Disons que ça dépend dans quelle indication la greffe a été faite. Si la greffe a été faite dans une indication à faible risque de rejet, par exemple un kératocone, le fait de faire du laser, non. On peut peut-être majorer transitoirement la corticothérapie anti-rejet ou le traitement anti-rejet, mais non, en revanche, sur des cornées à risque de rejet, des cornées avec quelques néovaisseaux, etc., oui, bien sûr, tout acte chirurgical peut majorer un risque de rejet. Alors, quel laser excimer pour le laser topoguidé? Quel laser excimer pour le laser topoguidé? Alors, encore une fois, aujourd'hui, la plupart des lasers qui sont commercialisés aujourd'hui le font. Nous, on utilise à la clinique de la vision le laser EX500, dont j'ai beaucoup d'expérience, qui donne d'excellents résultats à plein de niveaux, en chirurgie réfractive, pour les hypermétropes, et pour le kératocone, c'est exclusivement avec ce laser que je traite les lasers topoguidés. Mais il y a d'autres lasers qui sont très bien, notamment le laser Schwind. Il y a beaucoup de ténors du kératocone et qui utilisent le laser Schwind avec beaucoup de satisfaction. Après, j'ai pas l'expérience de tous les lasers, mais la plupart des plateformes le font aujourd'hui, la version topo-guidée. Voilà. Dans le cadre des PKR extra, est-ce que le cross-linking est différent d'un cross-linking classique? Non, pas spécialement, non. Nous, on fait, dans nos protocoles de cross-linking, on fait un protocole modérément accéléré. On fait 10 minutes d'imprégnation avec de la riboflavine sans dextran. Et ensuite, on fait 9 minutes d'exposition avec une fluence de 10 milliwatts. Voilà, donc ça, on utilise ce protocole aussi bien pour les kératocones que pour les ectasies cornéennes. On utilise le même protocole pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous utilisez parfois des lentilles sclérales après greffe? Alors oui, tout à fait. Moi, personnellement, je n'adapte pas, mais on a dans notre cabinet, on a dans tous les grands centres qui font du kératocone, il y a souvent quelqu'un qui connaît bien l'adaptation en kératocone. Et bien sûr, les lentilles sclérales ont toute leur place, notamment dans les kératocones très évolués. À quel âge chez l'enfant décide-t-on de faire une greffe de cornée ou une chirurgie réfractive? Alors, la chirurgie réfractive est contre-indiquée, c'est plus un problème juridique. En France, en tout cas, on fait jamais de chirurgie réfractive avant l'âge de la majorité, donc 18 ans. Et donc, à partir de 18 ans, on peut faire une chirurgie réfractive si tant est que la métropie, souvent c'est la myopie, n'est pas évolutive, parce que chez les très jeunes patients, c'est souvent évolutif. On attend que ça stabilise avant d'envisager une chirurgie réfractive. En ce qui concerne, alors c'était chirurgie réfractive et l'autre la greffe de cornée, c'est sûr que on a tendance à attendre le plus possible avant de faire une greffe de cornée chez les jeunes, chez les enfants, chez les enfants ou les adolescents. Là, on parle surtout de kératocone. On essaie au maximum d'éviter la greffe de cornée. D'abord parce qu'il y a tous les inconvénients de la greffe, notamment en matière de traitement, d'imprédictibilité réfractive, de risque de traumatisme. C'est des enfants qui sont condamnés à vie à ne pas recevoir le moindre choc sur leur œil. On sait également que chez les enfants, le risque de rejet est plus important que chez les adultes. On sait également que la longévité d'un greffon de kératoplastie transfixiante est de l'ordre de 25 ans. Donc, si on greffe un enfant, on sait que c'est un greffon qui ne tiendra pas toute la vie. Alors, c'est un problème qu'on peut contourner avec les DALC, mais si tant est qu'on arrive à faire des DALC, c'est pas toujours le cas. Des fois, on se lance sur une DALC. Le taux de réussite des DALC est jamais de 100%, même avec des opérateurs très entraînés. Donc, on a tendance à retarder le plus possible la greffe de cornée chez les enfants. Mais quand il faut la faire, on n'a pas le choix, on le fait. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a eu un cas d'abcès cornéen sur incision arciforme. Est-ce que tu as déjà eu des incidents comme ça? Non, j'ai jamais eu d'infection. Alors, autant je vous ai parlé d'un cas grave d'infection sur anneau. Alors là, voilà, il n'y a pas eu de faute grave, mais enfin voilà, ça fait partie de l'aléa thérapeutique. La patiente est partie à l'hôpital et ça a fini par une greffe. En matière d'incision arciforme, non, j'ai jamais eu d'infection, mais c'est bien sûr possible.
En revanche, j'ai eu une complication récemment que j'avais jamais eu avant, c'est une perforation. L'incision arciforme a perforé, bon, sur une toute petite zone, sur moins d'1 millimètre. N'empêche qu'il y avait un sidle, il y avait une petite fuite d'humeur aqueuse de la chambre antérieure. Donc, dans ces cas-là, on remet un point. Voilà, c'est long à cicatriser par contre, hein. On remet un point et donc on gomme partiellement l'effet de l'incision. Voilà. Mais en tout cas, infection, non, j'ai jamais eu, non. Peut-on vraiment poser l'indication de LASIK sur un œil fonctionnellement unique? Bien sûr. Le LASIK, en fait, le LASIK tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est très peu risqué. Le risque, c'est pas sans risque, bien sûr, mais le risque est très faible. Le risque de complications graves comme ce qu'on a eu, le risque d'infection, le risque est vraiment très faible. Donc, c'est pas parce qu'on est monophtalme qu'il faut pas, et même chez un monophtalme, hein. Moi, j'ai déjà fait des LASIK chez un monophtalme. En tout cas, quelqu'un qui est monophtalme, pour pousser à l'extrême, qui a qu'un seul œil, et qui demande une chirurgie réfractive, ce n'est pas une contre-indication à la chirurgie réfractive. Alors, bien sûr que s'il est monophtalme et en plus il a une cornée à risque, bon là, on va réfléchir à 25 fois avant de l'opérer. Mais chez un patient qui a une cornée normale et qui est monophtalme, bah, c'est comme si on disait, voilà, quelqu'un qui a une cataracte qui est monophtalme, on ne l'opère pas parce qu'il est monophtalme. Non, quand on maîtrise très bien sa chirurgie, le risque est excessivement faible, sans être nul, il est excessivement faible. Donc non, c'est pas une contre-indication. Est-ce qu'on a autant d'ectasie sur LASIK hypermétropique? Alors, autant d'ectasie, d'abord, on n'a pas beaucoup d'ectasie, il ne faut pas exagérer, c'est quand même une complication heureusement exceptionnelle et qui aujourd'hui n'arrive en pratique plus jamais. Puisque je vous dis, on a d'abord beaucoup d'expérience, on est très, très averti en matière de risque. La PKR est vraiment une manière de contourner le risque d'ectasie. On fait plus de LASIK dès qu'on a le moindre risque. Et en PKR, le risque d'ectasie est excessivement faible. Il n'est pas nul tout à fait, il y a eu quelques publications, mais vraiment, on peut considérer qu'il est quasi nul. Donc aujourd'hui, l'ectasie, c'est un problème qui ne survient plus. Enfin, si on a fait un LASIK à des cornées, pour des cornées non à risque, le risque d'ectasie est quasi nul. Et chez des patients hypermétropes, il est encore plus nul. Donc, alors maintenant, il existe des patients qui ont des kératocones et qui sont hypermétropes. Donc, bien sûr que ça, c'est des cornées à risque. Donc, il ne faut pas, sous prétexte que le patient est hypermétrope, faire un LASIK si le patient a une cornée kératoconique ou qui ressemble à un kératocone, même si le patient est hypermétrope. Donc là, soit on s'abstient, soit on fait une PKR, même si la PKR n'est pas idéale pour traiter l'hypermétropie. Là, je pense qu'on va faire une dernière question parce que je crois que ça va bientôt couper. Pour les ICL, à partir de quel nombre de cellules endothéliales vous indiquez l'implantation? Alors, c'est pas le nombre de cellules endothéliales n'est pas limitatif, hein. Enfin, bien sûr que quelqu'un qui a un gros déficit endothélial, on va pas lui mettre d'implant ICL. Ce qui est limitatif pour les implants ICL, c'est principalement la profondeur de chambre antérieure entre l'endothélium et la cristalloïde antérieure. Il faut avoir au moins 2,8 mm. C'est ça le principal facteur limitatif. Voilà, je pense qu'on a à peu près répondu. Bon, ben écoutez, alors donc, je suis très frustré de ne pas pouvoir vous entendre, vous voir même. Je vois vos noms, mais c'est déjà pas mal, mais je ne vous vois pas, je vois pas vos visages. Bon, je sais que vous êtes là, vous existez. Et donc, ça me ferait très plaisir d'avoir pu faire ce webinaire. J'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Il y en aura d'autres. Voilà, on va aborder d'autres thèmes. Peut-être qu'on enverra un mail avec différentes thématiques pour faire un petit sondage, de voir quelles sont les thématiques que vous avez le plus à cœur, tout au moins dans le domaine qui est le mien, qui est la chirurgie réfractive et la cornée chirurgicale. Et donc, on vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. On vous remercie encore chaleureusement de vous être inscrits. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours par mail si vous avez tous mon adresse mail. Si vous avez envie de venir au blog, de poser des questions, etc., n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Élodie, qui travaille avec moi, pourra aussi également répondre à vos demandes. Voilà, on peut évidemment recevoir vos patients si vous avez des patients à nous envoyer ou des demandes d'avis. Voilà, on est à votre disposition, on est de tout cœur avec vous tous et vous toutes.